Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. On se retrouve cette semaine pour un épisode un petit peu plus spécial. On va faire le débrief de la 6e journée, les actus MLS et la présentation de la 7e journée dans un seul épisode puisque comme je vous l'ai dit sur X, j'ai un impératif professionnel qui m'empêche d'être présent pour enregistrer jeudi vendredi. Je posterai bien sûr les informations par contre sur X. Eh bien écoutez, sans plus attendre, on va aller tout d'abord sur le débrief de la 6e journée qui s'est jouée ce week-end. Cette 6e journée a été assez intéressante et même plutôt bonne en termes de match. Franchement, on a une qualité de jeu qui a été très très sympa sur certains matchs. Des équipes qui commencent à trouver leur rythme, des DP et des joueurs qui commencent à vraiment être plus réguliers. Certains étaient inquiets sur les premières journées. On rappelle, la MLS a commencé il y a un tout petit peu plus d'un mois. Des équipes ont joué beaucoup avec les sélections, la CONCACAF Champions Cup. Donc pas d'inquiétude, c'est souvent comme ça en MLS. Et à partir de fin avril, mi-avril même, comme je l'ai dit à pas mal en message privé sur Twitter en général, les joueurs arrivent à leur niveau, donc pas d'inquiétude. En ce qui concerne cette 6e journée, on avait donc 15 matchs, 8 équipes se sont imposées à domicile, on est un peu plus sur les standards, vous voyez, on est un petit peu plus sur les standards MLS, C'était un peu faible sur le début de saison, les victoires à domicile. Il y a eu 3 matchs nuls et seulement 4 équipes se sont imposées à l'extérieur. 43 buts, 2,9 buts de moyenne par match, ça fait, et un seul 0-0, donc la MLS is back. On est sur des matchs où il y a eu des buts, on s'est pas ennuyé. On va y aller tout de suite sans plus attendre sur le premier match de cette journée. Donc c'était les Revs qui recevaient les Red Bull New York. Et à la surprise générale, oui, les Revs se sont imposés sur le score de 2-1 face aux Red Bull New York. Caleb Porter, le coach des Revs, l'avait annoncé en conférence de presse. Il avait dit « Dès ce week-end, vous verrez un tout autre visage de mon équipe qui a eu le temps de travailler, de récupérer. » Et en effet, on a eu une belle équipe menée par son maestro Carles Rill, auteur d'un doublé, un splendide coup franc dans la lucarne et un penalty qui, il faut le dire, a été bien cherché par Ignatius Ganago qui se montre enfin. Il était assez décevant sur ce début de saison, mais pour avoir regardé le match, il a été plutôt bon. Il a amené du danger sur son côté, donc vraiment intéressant. Il aurait même pu obtenir un autre penalty 10 minutes avant qui n'a pas été sifflé. En tout cas, très belle performance des Revs, de Carles Rill et de Luca Langoni. C'est pareil, Caleb Porter a dit, il va se montrer, soyez patient. En tout cas, il a montré de très belles choses. Alors il faut noter que les Revs perdent Holmsberg qui s'est blessé, ça sent pas très très bon, mais Caleb Porter était très content en fin de match et il a en plus dit que Leo Campagna et Thomas Chancalay, qui sont des joueurs essentiels à cette équipe, allaient revenir d'ici 1 à 2 semaines. Donc les Revs récupèrent leur force en présence et ils s'imposent mine de rien 2-1 avec un XG de 2,09 et les Red Bull New York avaient un XG de 1,54. Les Red Bull New York, comme je le disais en préparation de cette Game Week, c'est une équipe qui n'est pas la même à domicile ou à l'extérieur. Bon, ils ont vraiment pas fait grand-chose ce week-end, il faut pas se le cacher. Une équipe assez décevante avec une image, moi j'ai une image franchement, les deux bouchées de derrière, c'est plus possible en 2025 de jouer avec des joueurs comme les frères Nilis. On dirait des joueurs de départemental, dès qu'ils ont le ballon, bam, bam, ça arrose. Franchement, s'il y avait Julien Cazard, il serait là à faire ses bim, bam, boum. C'est franchement des joueurs rustres, des bouchers, c'est tout dans le duel, rien en technique. Je me dis, mais comment cette équipe a pu aller en finale de conférence l'année dernière avec des joueurs comme ça en défense? Ils se font vraiment pas chier avec le ballon, c'est-à-dire ils jouent tout en une, ils allongent, ils balancent les fautes, mais franchement, ouais. Mais bon, écoutez, ils sont arrivés en finale de conférence l'année dernière, donc ça leur donne raison pour le moment, et c'est une équipe qui reste mine de rien solide avec deux bouchers derrière. À noter que, côté défensif, Coronel a fait ce qu'il a pu et a encore été très bon, mais on est sur une équipe qui a été quand même fébrile, qui a beaucoup subi.
Ils ont eu des occasions, hein, mine de rien, ils auraient pu faire mal, mais ils ont pas été efficaces. Choupo-Moting, a marqué, mais moi je reste quand même sur ma faim avec ce joueur. Forsberg a été, très peu présent. De toute façon, Forsberg, je vous l'avais dit, vous regardez ses stats à domicile ou à l'extérieur, c'est pas le même joueur. Une équipe qui va être très dure à jouer, à mon avis, à domicile, mais qui à l'extérieur va être un petit peu plus prenable, cette équipe des Red Bull New York, même si, il faut le dire, c'est une équipe qui reste solide. Donc c'est une belle victoire des Revs. Le match qui se joue en même temps, eh bien, je ne l'ai pas regardé. Je pense que j'ai pas loupé grand-chose. C'est Toronto qui recevait Vancouver. Ça a fini à 0-0, une météo assez compliquée. Une fois de plus, ce que j'ai vu, c'est que Sean Johnson a été excellent et leur a permis de garder le clean sheet et le match nul. Mais sinon, cette équipe, de ce que j'ai vu, elle ne montre rien, même avec Insigne. J'ai vu un peu de nervosité parce que j'ai regardé à des moments de Bernardeschi. Ils ont perdu Kerr qui s'est blessé devant. Alors Robin Fraser a dit qu'ils n'avaient pas de nouvelles et qu'il allait subir des tests dans le week-end. Donc c'est une blessure à la cheville et ça sent pas très très bon apparemment. Et puis Vancouver a été dominateur sur sa lignée mais a manqué d'efficacité. Un derby du Canada qui se solde sur le 0-0 du week-end. Un petit peu plus tard, samedi à 21h30, on avait les Rapids qui recevaient Charlotte. Je vous l'avais dit, attention les Rapids, même s'ils restaient sur une lourde défaite à domicile, ça joue en altitude. Charlotte avait un grand déplacement dans l'autre conférence. C'est une équipe qui est pénible à jouer à domicile et qui a roulé sur Charlotte. Franchement, 2,79 de XG, seulement 0,5 pour Charlotte, qui s'est fait éclater. Un très grand George Mihailovic qui a été auteur d'un doublé. Ils ont clairement fait craquer Charlotte sur la durée. Une grosse solidité défensive avec un Zach Steffen qui est pour moi cette saison l'un des meilleurs gardiens de MLS. Pour ceux qui en doutent encore, Zach Steffen, c'est un top gardien. Il joue encore en Europe la saison dernière. Il est revenu de Manchester City parce qu'il sait qu'il y a la Coupe du Monde et une grosse échéance, mais c'est un excellent gardien. Le bémol, c'est que Connor Ronan a été absent, est blessé et Chris Armas nous a dit qu'il aura plusieurs semaines d'absence à cause d'une blessure au ischio-jambier et qui se remettait en plus de son opération de l'appendicite. Donc voilà, plusieurs semaines d'absence pour Connor Ronan qui enchaîne un peu les pépins physiques. Pour passer à Charlotte, Kalinga a été excellent. De toute façon, on n'est plus surpris, mais défensivement, ils ont eu quand même des lacunes, je le répète. C'est une équipe qui sans Kalinga, je pense encaisserait beaucoup plus de buts. Et moi, je voudrais parler de Wilfried Zaha. Donc Wilfried Zaha, c'est bien, il fait ses petits gris-gris et tout, mais il a été catastrophique. Et hormis chouiner depuis quelques matchs, bah, il apporte pas énormément. Alors, certains vont me dire, ouais, il fait des différences dans le jeu. Oui, 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 mais c'est pas ce qu'on attend d'un DP, c'est pas ce qu'on attend d'un joueur comme Zaha avec son CV. Pour moi, il est très décevant. Bon, on va lui laisser un peu de temps, on sait comment ça se passe, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui sont encore en train de trouver leur marque. Mais Wilfried Zaha, ça fait deux-trois matchs que je le vois un peu trop chouiner. Au lieu de jouer, il passe son temps à tomber au sol. Donc les arbitres, mine de rien, ils l'ont dans leur mire. Ils savent que maintenant, bah, Zaha, il passe son temps à se jeter au sol. Et ben il siffle plus. Donc voilà, à surveiller. Mais en tout cas, Charlotte repart avec 0 points d'un déplacement périlleux. Charlotte a quand même déjà fait deux gros déplacements, hein. On le rappelle, ils sont allés à Seattle accroché un match nul et ils sont allés aux Rapids. Donc ça fait 1 sur 4 sur les déplacements hors conférence. Donc vous voyez l'influence qu'ont les déplacements et les matchs hors conférence. C'est rare que vous alliez chercher les points. On passe au match de la nuit en France. Donc à minuit et demi, il y avait un match que j'ai regardé et celui-ci, c'était vraiment un match de fou. C'est Atlanta qui a reçu NYCFC et qui s'est imposé 4-3. Une première mi-temps assez équilibrée et la deuxième mi-temps, une folie. Et en plus, il y a eu 4-3. Atlanta a seulement 1,71 de XG et NYCFC à 1,99. La mauvaise nouvelle du côté d'Atlanta, c'est que Pedro Amador s'est blessé à l'échauffement au quadriceps. Et c'est Chonky qui a joué son premier match et qui a été catastrophique. Voilà, il faut le dire. De toute façon, la défense d'Atlanta et même Brad Guzan ont été catastrophiques. C'était un peu open bar ce week-end du côté d'Atlanta. Je me demande comment cette équipe d'Atlanta va faire avec cette défense. C'est vraiment le sujet principal parce que tu peux marquer beaucoup de buts, mais si tu dois en marquer 4 à chaque match pour t'imposer, ça va être quand même compliqué. Il y a eu des buts trop simples qui ont été encaissés. Ils se sont fait prendre en début de deuxième période. En moins de 10 minutes, ils ont encaissé. Moi, à 3-1, j'ai eu très peur. Je me suis dit, oh là là, ils vont se retrouver la tête sous l'eau. Et en fait, ils ont très bien réagi. Sabalo Bianidze a encore été excellent. Et pour moi, le meilleur joueur devant avec, bien sûr, Emmanuel Latlas qui, excuse-moi d'avoir douté de toi, tu es fort mec, t'es trop fort. C'est une bombe atomique, il a le profil 100% MLS, ce Emmanuel Latlas.
excellent. Xande Silva également, qui a fait une superbe entrée. On a vu hein, la rectification, c'est que Almiron est passé en 10 et il l'a dit en conférence de presse qu'il est beaucoup plus à l'aise avec Miranchuk qui a un petit peu reculé. Et bah c'est là où on a eu le meilleur Atlanta avec Miranchuk, Almiron dans l'axe et je pense que Ronny Delia va y songer parce qu'en plus Xande Silva a été très bon sur son entrée et Sabah Lobianidze, moi je persiste, il est meilleur à droite qu'à gauche. Almiron a mis son premier but. Une superbe tête. Alors Emmanuel Latlas, en plus, c'est juste devant pour la reprendre, il la loupe. Un comeback d'Atlanta qui a été cueilli en froid au début de deuxième période en prenant deux buts coup sur coup, mais qui ensuite a très bien réagi et qui a retourné le Ben Stadium. NYCFC, qu'est-ce que je peux dire sur cette équipe? Elle est combative, elle est pénible à jouer, mine de rien. À 3-1, je me suis dit c'est fini, mais ils ont craqué, franchement. C'est Alonso Martinez qui a été encore très bon, mais bon, il est un peu tout seul quand on voit qu'il est entouré par des joueurs comme Maxi Moralez. On sent le poids des âges, hein, mine de rien, de Maxi Moralez. Mais c'est pas une équipe qui démérite, c'est une équipe qui est pénible à jouer, qui est très efficace, chirurgicale, qui a pas su tenir le score tout simplement dans ce match. Un autre match qui se joue en même temps, c'est DC qui recevait Columbus. Et le Crew s'est imposé 2-1 à DC. Je le répète, c'est toujours très compliqué d'aller s'imposer à DC. C'est une grosse victoire et on avait un duel à distance entre Rossi et Benteke qui a été remporté par Diego Rossi. Le maestro était de sortie, un doublé. Un superbe match et une équipe de Columbus, je le répète, qui est sur sa lancée saison après saison avec Wilfried Nancy. Le premier but est évitable, le deuxième est dévié, mais c'est une équipe qui a des certitudes, qui sait où elle va, qui même si elle encaisse, reste patiente. On a eu vraiment un Benteke qui a eu beaucoup d'occasions et qui a croqué. Je pense que s'il est un peu plus efficace, d'ici peut au moins accrocher le nul. Mais en tout cas, son duo avec Peglo est vraiment très intéressant. Les deux se sont plutôt bien trouvés. Donc à suivre quand même. C'est une défaite, on va dire, logique pour DC hein, face à Columbus, qui est pour moi l'une des meilleures équipes et qui a su trouver la faille. Le match du week-end, pour moi, alors il y a eu un match, c'était Nashville-Cincinnati, mais celui-ci pour moi était vraiment incroyable à regarder. Je l'ai regardé en duplex avec le match d'Atlanta. C'est Miami qui s'impose 2-1 face à Philadelphie. Miami, clairement, a laissé des forces. Ils jouent en CONCACAF Champions Cup cette semaine. Ils ont dû sortir Messi du banc à la mi-temps pour faire la décision face à une équipe de Philadelphie qui a été extrêmement dangereuse et qui confirme que c'est une équipe sur qui il va falloir compter cette saison. Moi, je pense que Saint-Louis a fait une erreur en laissant partir Bradley Carnell qui va faire les beaux jours de Philadelphie. Au-delà de Messi bench, c'est Oustari qui a encore été préféré à Callender, même s'il est rentré en fin de match sur une blessure d'Oustari, enfin une blessure. Javier Mascherano nous a dit qu'Oustari est sorti en raison d'une gêne et de crampes au mollet. Donc à surveiller ce qui va se passer en CONCACAF si c'était pas Callender qui va jouer et la semaine prochaine. Mais en tout cas, Callender a rejoué pendant les 5 dernières minutes du match. Comme je le dis, Miami a dû aller vraiment chercher cette victoire. Il y avait une grosse opposition qui leur a été proposée. J'ai en tête un arrêt énorme d'Oustari à l'heure de jeu sur une tête à bout portant. Ce que j'aime dans cette équipe, c'est le côté latino. Bon, ils ont beaucoup d'Argentins, de Sudam qui ramènent du vice. À l'image d'un joueur comme Falcon, qui est vraiment très solide. Défensivement, je pense qu'il va gagner sa place et qu'il l'a déjà gagné dans la tête de Mascherano. On est sur une équipe qui a du vice, qui est solide, qui fait preuve de maturité et qui a bien sûr les deux compères d'attaque qui sont Luis Suarez, qui a loupé une énorme occasion d'ailleurs de plier le match, et Messi. Donc c'est une équipe qui sort une grosse victoire et qui tient son rang tout simplement Miami. Du côté de Philadelphie, on avait une incertitude avec Wagner qui est sorti questionable dans le rapport de disponibilité de vendredi et qui a finalement été out. On n'a pas de précision sur son temps d'indisponibilité. Quinn Sullivan a encore été excellent. Ce joueur-là, je ne suis pas sûr qu'il reste très longtemps encore à Philadelphie, mais il est bon à chaque match. Il n'est pas passé à travers d'un match depuis le début de saison et c'est vraiment très intéressant ce qu'il montre. Et voilà, comme pour Miami, cette équipe de Philadelphie a perdu contre plus fort, mais reste une superbe équipe qui va jouer le haut de tableau pour le reste de la saison et qui sera en playoff sans nul doute. Un match qui a été intéressant et que j'ai suivi à 1h30, c'est Chicago qui recevait Montréal. Un partout dans ce match. Chicago a eu 0,43 de XG et Montréal 0,28. C'était pourtant un excellent match à regarder. Moi, j'ai vraiment pris du plaisir. Ça allait dans les deux sens. Alors, principalement en première mi-temps, c'était un match très ouvert. Et en deuxième mi-temps, c'est Montréal qui a dominé et qui clairement méritait pour moi de l'emporter.
Chicago a fini par faire plier avec ses transitions destructrices en première mi-temps avec Bamba, Zinkernagel, mais ensuite les deux se sont clairement éteints en deuxième mi-temps. Bamba très décevant, Zinkernagel bah pareil, hormis son but, il a été assez décevant et c'est Montréal avec un très bon Dante Silly en deuxième mi-temps qui a été récompensé d'un joli but sur une superbe passe de Petrasso. Montréal a montré vraiment de bonnes choses. Campbell a encore été le patron, même s'il a des errements défensifs. C'est vraiment le patron. Waterman a fait du bien. Ils ont très peu concédé au final. Et bon, je pense que ça a manqué de qualité. Mais c'est même pas que je pense, c'est que c'est sûr, Owuzu a eu des grosses occasions. Mais Owuzu, je reste persuadé qu'il lui faut un 9 à côté de lui parce qu'il a bas un boulot monstre. Et oui, à la 60, 70e, il pêche parce qu'il est fatigué. C'est pas un joueur technique de base, mais c'est un joueur voilà, qui fait énormément d'efforts, qui est hyper intéressant. C'est dommage parce qu'en fait, c'est un joueur, il fait 80% des choses bien. Et la finition qui reste bah, le 20 ou le 10% suivant, il le fait pas bien. Très belle réaction de Montréal avec son nouveau coach, Donadel. À voir si ça persiste, hein, parce qu'on sait que souvent quand il y a un changement de coach, il peut y avoir un électrochoc. On va voir. En tout cas, il va rester un match à l'extérieur à Montréal avant de retrouver son stade. Et c'est encourageant, voilà, même s'ils sont un peu en retard par rapport à l'année dernière sur les temps de passage. Si cette équipe joue comme elle a joué là, et bah, à domicile, ça va être une équipe très intéressante. On arrive au match entre Dallas et SKC et la nouvelle qui est tombée lundi 31 mars, c'est qu'enfin Pete Vermes, le coach historique de SKC, est viré. Cette défaite face à Dallas sur le score de 2-1 aura eu raison de Pete Vermes après 16 ans passés à la tête d'SKC. 3 victoires en US Open Cup et une MLS Cup. Alors, vous savez ce que je pense de Pete Vermes. Pour moi, c'était un coach d'un autre temps. C'est un coach qui n'avançait plus, qui faisait reculer son club même et qui l'emmenait vraiment dans les bas-fonds. C'est un point pris en 6 matchs, 6 buts marqués, 12 encaissés. Mais c'est une équipe qui a de la qualité à tous les postes. Et je pense qu'ils peuvent faire que mieux. C'est une équipe qui a besoin de renouveler au niveau de sa direction. J'avais déjà enregistré en fait une partie où j'étais en train de démolir Pete Vermes, clairement. Et j'ai eu cette nouvelle entre-temps, donc j'ai dit, parfait, je vais pouvoir enregistrer. Pete Vermes n'est plus là. Maintenant, je pense qu'il va y avoir que du plus pour SKC, pour avancer dans le bon sens. En surtout nommant la bonne personne, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, c'était un fardeau ce coach. Il avait des idées d'un autre temps, tout simplement. Voilà, Pete Vermes, merci, au revoir. En ce qui concerne le match, donc Dallas s'est imposé 2-1. Lucho, Acosta et Moussa ont été décisifs, mais par contre, c'est quand même une équipe insipide, hein. Franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose. Leur deuxième mi-temps est très pauvre. Ils ont fait la différence en première mi-temps après avoir été menés. Et clairement, c'est vraiment face à une faible équipe de SKC. Donc Dallas, je ne reste pas persuadé que cette équipe est de qualité et va bien. J'en demande plus pour me faire un avis. Franchement, pour le moment, je suis très très sceptique sur les capacités qu'a cette équipe parce que c'est quand même assez faible sur quelques postes où je me pose beaucoup de questions. Je vous avoue que j'ai vite switché sur un match qui m'intéressait plus, même si les conditions étaient un peu plus compliquées. C'est Minnesota qui recevait Salt Lake et qui s'impose 2-0, une victoire autoritaire. Un match qui s'est quand même joué dans la limite du raisonnable, avec en deuxième mi-temps des pluies diluviennes. Alors, c'était pas le seul match, hein. Il y a eu une météo assez cataclysmique sur les États-Unis ce week-end. Mais un terrain détrempé en deuxième mi-temps. Mais c'est Minnesota qui a fait sa loi avec Oluwaseyi, homme du match, avec un doublé. Mais clairement, si Yeboah est plus efficace dans ce match, ça finit à 5-0 pour Minnesota. On a eu 0-1 et de XG pour Salt Lake, c'est le néant complet. Franchement, cette équipe, je m'inquiète. Alors, ils arrivent à faire des coups à domicile. Ils ont eu pas mal de situations en fin de match, mais très peu d'occasions. C'est des frappes de loin. Leur dernière demi-heure est encourageante, mais pourquoi ils le font pas avant? Bah parce qu'ils sont menés. C'est dommage de se mettre à jouer quand vous êtes mené 2-0. En tout cas, Minnesota, une équipe solide, beaucoup d'occasions. Yeboah, comme je l'ai dit, a manqué d'efficacité. Mais quand on entend les noms, c'est vraiment un collectif. C'est pas des top joueurs, hein. Lod, Pereira, Rosales, Longwane, Oluwaseyi, Yeboah, les tontons en défense comme Boxall, Sinclair au but. C'est un collectif qui est très bien huilé,
qui est très efficace et qui ira en playoff, je pense. Le match, après le match Inter Miami-Philly, qui est pour moi un des matchs de la semaine, c'est Nashville qui recevait Cincinnati. Grosse victoire de Cincinnati 2-1. Clairement, un match super à regarder, qui a été équilibré. Les deux équipes ont eu leur chance. Mais bah, celle qui a le DP qui a été le plus efficace l'a emporté. Et oui, Evander nous a sorti un super coup franc. On devrait le renommer F-Banger. Ça fait 2 coups francs en 2 matchs, même si celui de face à Atlanta a été dévié. Le nul, pour moi, ça m'aurait pas choqué. Mais par contre, on a eu vraiment un match qui n'est pas à l'image des XG. 0,58 pour Nashville et 0,43 pour Cincinnati. Parce qu'on a eu quand même beaucoup de situations. Un match très plaisant, très ouvert qui allait des deux côtés. Nashville, je tiens à dire, c'est quand même une équipe ultra dangereuse, même sur coup de pied arrêté, même dans le jeu. Alors, ils ont un penalty manqué. Mukhtar, c'est son deuxième loupé sur 3 tentatives depuis le début de saison. Et la stat, c'est qu'il a loupé 4 de ses 7 dernières penalties depuis juin 2024. Et cette saison, bah, il est à 6 matchs, un but, de passes décisives. Il a un XG de 3,5, mais Ben Wright, le suiveur de Nashville, nous disait que ceux qui s'inquiétaient, vous inquiétez pas, il est actuellement à 0,2 buts par match. Et c'est sa moyenne. C'est mieux qu'en 2020-2021, les saisons où il est top et qu'il est MVP. C'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts, qui pêche un petit peu dans les derniers gestes, donc dans la dernière passe et dans la dernière frappe, mais Mukhtar et sa qualité sont toujours là, hein. Vous regardez les matchs, il est toujours aussi influent, il amène toujours autant de danger. C'est juste qu'il pêche un peu dans la dernière passe, dans la finition tout simplement, mais je m'inquiète pas pour lui, il va rectifier très très vite. Cincinnati qui démarrait avec Denki qui était sur le banc, il est rentré en deuxième mi-temps. Il a provoqué un penalty, donc que Mukhtar a raté, ou plutôt que Celentano qui a été excellent a arrêté, hein. On dit que Mukhtar l'a loupé, mais si vous regardez les penalties, c'est plus un arrêt de Celentano qu'un raté de Mukhtar, hein. Franchement, il a sorti également un double arrêt à la 50e, assez incroyable. Je pense qu'il va être élu gardien de la semaine, Celentano, en tout cas ce serait logique. Donc Denki, je vous disais, a provoqué un penalty et il en a transformé un pour le 2-1. Donc il s'est rattrapé sur une main très litigieuse de Zimmerman, hein. Le penalty qui a été sifflé pour Cincinnati est quand même très sévère. En tout cas, Evander au rendez-vous, monte en puissance et trouve ses marques du côté de Cincinnati, qui est une équipe qui monte en puissance. Et vous voyez, c'est pas au hasard, hein, une équipe comme ça qui va s'imposer à Nashville 2-1 sur un match où on pourrait se dire c'est équilibré. Bah, ça tourne en faveur de Cincinnati, donc il n'y a pas de hasard, hein. C'est toujours l'équipe qui a le petit truc en plus qui arrive à s'imposer. C'est un peu à l'image de Columbus, voilà, qui a un match compliqué d'ici, et bah, il n'y a pas de hasard. Columbus l'impose, et bah, Cincinnati s'impose. Une autre équipe qui s'est imposée, bien aidée une fois de plus par les gardiens, c'est Orlando qui est allé s'imposer 2-1 au Galaxy. Et les Galaxy qui a eu 1,03 de XG, Orlando 1,58. Que dire des les Galaxy? Je suis déçu pour eux parce qu'ils sortent encore un match correct, mais McCarthy fait une boulette sur un coup franc de 35 mètres de Muriel, elle lui passe entre les mains. McCarthy 2 boulettes en 2 matchs. Mikovic, bah, un peu pareil sur les matchs d'avant. C'est clairement un casse-tête et c'est chiant parce que cette équipe monte en puissance, mais elle est plombée par ses gardiens. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot toutes les semaines. Enfin, ses gardiens, Yamane là qui provoque un penalty. Clairement, c'est vraiment dommage parce qu'ils font une belle première mi-temps, ils sont dominateurs. Et dès la première erreur du penalty en deuxième mi-temps, c'est une équipe qui sombre, qui perd confiance. On voit que c'est une équipe qui est malade, qui manque de confiance. Il y a des joueurs méconnaissables, Gabriel Peck. Alors, il y a aussi quelque chose, c'est qu'il a tout le temps 2 joueurs sur lui, il a un traitement de faveur, puisque maintenant les gens le savent. Mais voilà, dès le penalty, c'est une équipe qui a sombré. Alors qu'avant tout se passait bien, il y a eu le super but en Madjer de Ramirez, Pince il a rejoué, enfin voilà, c'était une belle équipe et dès qu'il y a eu le penalty, tout autre visage. Orlando a mis le rouleau compresseur parce qu'attention, hein, Orlando c'est quand même une belle équipe. Ils se sont mis à jouer avec Ojeda qui est en train de devenir un des top players de MLS, hein. Muriel, bon, marque avec beaucoup de réussite, mais confirme qu'il est bon comme chaque semaine. Orlando provoque de la réussite, hein, il n'y a pas de hasard, c'est une équipe qui a très bien fini le match, qui pousse, qui ne lâche rien et qui a réussi à obtenir une belle victoire. Ils ont traversé tout le pays, donc c'est une grosse victoire pour Orlando. Et malheureusement, les Galaxy qui continuent et retombent dans ses travers. On a une autre équipe de LA qui s'est inclinée. Donc LAFC se déplaçait à San Diego. Un match tendu à l'extérieur avec des bagarres entre supporters qui ont eu lieu. Et c'était assez tendu sur la pelouse, mais c'est San Diego qui l'emporte 3-2 avec 3,08 de XG et LAFC 1,58. Franchement, San Diego a été supérieur. Ça a été un super match à regarder. 34 000 supporters, une grosse ambiance. Que dire?
Lozano a rejoué, il rate un énorme face à Hugo Lloris sur un super service de Dreyer qui confirme qu'il est le top player de cette équipe. Valakari, impressionnant en numéro 9. McVey qui marque, qui est incroyable. Dos Santos qui est un vrai mur au but. On a une superbe équipe de San Diego. Et en face, on avait une belle équipe des LAFC, hein. Alors, Hugo Lloris se trouve sur le deuxième but et relâche un ballon. Ça se fait pas prier du côté de San Diego pour transformer. En deuxième mi-temps, il a fait quand même de superbes arrêts. Il y a eu le but de la semaine, allez le voir, de Smoliakov, un banger dans la lucarne incroyable. Igor Jesus a perdu ses nerfs, comme je vous disais, c'était assez tendu. Il prend 2 jaunes qui font rouge. David Martinez a été un des meilleurs joueurs du côté de l'AFC. On a eu de belles occasions pour lui. Ubanga, c'était un match assez ouvert. Et c'est la nouvelle franchise d'expansion de San Diego qui s'impose et qui confirme qu'elle est une très belle équipe et qu'elle est en train de faire une excellente saison. Une équipe qui déçoit, c'est Seattle qui se déplaçait à San José. Seattle avec 2,96 de XG n'a pas fait mieux que 1 partout face à San José à 0,70. San José a en plus un but très chanceux de A à Z, de la perte de balle, la frappe contrée qui l'obfrève. Alors, ils ont dominé de la tête et des épaules la première mi-temps, un excellent Daniel au but pour les maintenir à 1 partout, mais en deuxième mi-temps, c'est Seattle qui a fait sa loi, une mi-temps à sens unique. Ross Rock, j'aime beaucoup, mais il manque d'efficacité. Rusnak à la baguette avec un super but. Nuhu Tolo a été excellent sur son couloir, mais voilà, cette équipe manque d'un tueur devant, avec Jordan Morris qui est blessé, Pedro de la Vega également, et qui va recruter Ryan Kent, qui va arriver libre, mais je suis pas convaincu, hein, même si c'est un profil MLS dans ses qualités, c'est un joueur qui est très percutant, et j'attends de voir avant de me prononcer sur lui, pour voir ce que ça va donner. Donc une équipe de Seattle qui fait un peu du surplace et qui va, mine de rien, c'est à l'extérieur, accrocher un nul à San José, qui est une équipe qui, malgré ses tentatives, Bruce Arena était revenu à son système de jeu à 3 derrière et qui n'a pas trouvé encore la solution pour que cette équipe aille au mieux. Et dimanche, on avait un match entre Saint-Louis qui recevait Austin, qui a dû être interrompu à la 68e minute pour des pluies diluviennes. 1,16 de XG pour Saint-Louis, 0,77 pour Austin. Austin a fait une excellente première mi-temps avec un Boukari intenable et Uzuni qui est à la finition. Par contre, Uzuni, hormis ça, va falloir qu'il me convainque parce que je suis pas du tout convaincu pour lui. On a eu un très bon Brandon Vasquez, alors certains vont dire ouais, enfin il marque pas. Ouais, mais regardez son match en détail, le mec va au charbon dans tous les dégagements de Stuver, dans tous les ballons longs, il est au duel, il y va, il rechigne pas, il dévie. Franchement, c'est un joueur qui fait briller les collègues autour, qui libère des espaces, qui monopolise 1 ou 2 joueurs au duel. Ils ont un très bon milieu de terrain. Elias Sanchez était sur le banc. C'est Sabovic qui jouait et qui a été excellent. Et ils ont une défense qui est capable de faire le dos rond sans rompre. Parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont subi. Ils se sont procurés très peu d'occasions. Mais par contre, Stuver, c'est un top gardien. Ils ont Biro, Cascante, tout ça, c'est très solide derrière. Et ça leur permet de garder le clean sheet et de s'imposer face à une équipe de Saint-Louis qui est une équipe très peu créative, qui se repose beaucoup sur Artel. En deuxième mi-temps, alors ok, ils ont eu le ballon, mais c'est une équipe qui a très peu d'occasions, qui domine l'ensemble de la deuxième mi-temps, mais qui a pas eu grand-chose, quoi. Je pense qu'Olof Melberg fait pas du bon boulot pour le moment, parce qu'il a des joueurs vraiment de qualité, mais quand on voit l'équipe de Carnel et l'équipe de Melberg, il n'y a pas ce grain de folie qu'il y avait avec Carnel et ce jeu énergivore. Donc je reste pour le moment très sceptique sur Olof Melberg et ce qu'il propose du côté de Saint-Louis. Ils ont perdu Nilsson qui est sorti blessé à l'heure de jeu et ça sent pas très très bon parce qu'il grimaçait et j'ai peur qu'on ait peut-être une entorse ou pire. Donc Saint-Louis est une équipe qui me laisse sur ma faim et qui pour le moment ne donne pas du tout de satisfaction et ne rassure pas dans le jeu. Le dernier match de la journée, c'était dans la nuit de dimanche à lundi entre Portland et Houston. Et c'est Portland qui s'impose logiquement 3-1 avec 2,85 de XG. Houston 0,56. Il est temps que les nouveaux joueurs arrivent du côté de Houston. Ben Olsen l'a dit, il n'aura pas du tout une équipe avec le même visage quand ces deep vont arriver. Mais pour le moment, voilà, c'est une équipe trop limitée en qualité. Mais par contre, Portland, j'ai regardé la première mi-temps. C'est une vraie belle équipe qui a des joueurs qui font très très mal en transition. Dès que ça récupère, ça se projette à 2000 à l'heure en transition. Vous avez Anthony, Mora, Santiago Moreno, David Pereira da Costa qui arrive à 2000 à l'heure sur vous. Et là,
Souvent, vous êtes à 3 ou à 4 défenseurs en un pour un ou même en infériorité numérique et pour gérer, je vous raconte pas l'histoire en tout une belle équipe qui fait des dégâts vraiment dans ses transitions. Anthony confirme son très bon début de saison et qu'il est très bon et qu'il est excellent et qu'il fait très très mal. Et Felipe Mora, je vous l'avais dit, c'est un joueur, on n'en parle pas, mais qui est précieux et qui marque ses buts. Donc voilà un peu pour les matchs du week-end. On a eu une belle journée, mine de rien, avec la MLS qu'on aime et qu'on retrouve. Pour résumer, je vais vous donner un peu les bons et les mauvais points comme j'ai fait la semaine dernière. Donc les plus, je dirais que c'est Austin qui confirme sa solidité, Montréal qui montre un tout nouveau visage avec son nouveau coach, les Revs, le réveil. Face à une belle équipe des Red Bull New York, ils se sont imposés avec Carles Rill qui était incertain mais qui a montré un très beau visage, tout comme San Diego qui est vraiment une belle équipe et qui a battu LAFC, hein. Rendez-vous compte, LAFC qui est une excellente équipe de MLS. On a eu Portland et son attaque de feu que j'ai beaucoup apprécié, les DP en forme, donc Evander, Carles Rill et Dreyer du côté de San Diego. Columbus, Minnesota, les équipes solides voilà, qui confirment. Un excellent match entre Miami et Philadelphie. Et Philadelphie, malgré sa défaite, qui est une superbe équipe, ne vous inquiétez pas pour eux. Et un point d'honneur à Emmanuel Latlas qui a sorti un excellent match du côté de Atlanta pour leur permettre de gagner. Les moins, c'est Mouktar et son manque d'efficacité. SKC et Pete Vermes, voilà, qui sont au fin fond de la conférence, tout comme Toronto, voilà, qui manque et qui ne montre rien sur ce début de saison. Également Seattle, parce que pour moi, c'est une équipe qui n'est pas à la hauteur des attentes. Houston, mais bon, je relativise en me disant qu'ils vont avoir des nouveaux joueurs qui vont arriver. Les goalkeepers, ou plutôt les goals qui font peur du côté des LA Galaxy, où je pense que ça va être encore un casse-tête pour Greg Vanney. Et Saint-Louis, qui est une équipe pour l'instant qui m'ennuie. Donc voilà un peu pour le débrief des matchs de la 6e journée. On va maintenant attaquer sur les actus MLS de la semaine. On va donc attaquer maintenant la partie sur les actus MLS de la semaine. Je le répète avant de démarrer, pensez à suivre mon compte X pour les dernières infos qui vont sortir d'ici les matchs de ce week-end. On va démarrer tout simplement par Toronto où l'arrivée est imminente pour Maxime Dominguez qui devrait signer avec une option d'achat à 3 ou 3,5 millions d'euros, donc un joueur milieu de terrain qui devrait arriver prochainement. Du côté de Philadelphie ce week-end, on avait Kai Wagner, le latéral qui était absent. Apparemment, il n'y aurait pas de blessure, c'est que sa femme était sur le point d'accoucher et aurait donc accouché sur le week-end. Et Wagner, c'est donc pour ça qu'il était absent, donc à surveiller ce week-end. On n'a pas eu d'informations cette semaine sur un éventuel retour ou une éventuelle absence. Du côté des Red Bull New York, c'est Cameron Harper qui a repris l'entraînement complet après s'être blessé au genou le 1er mars contre Nashville et 4 semaines d'absence. Il reprend donc l'entraînement complet. Du côté de Portland, Miguel Aroro qui est absent depuis quelques temps pour finaliser sa green card et qui ensuite a été en sélection, ne serait toujours pas revenu et le club et lui travaillera une solution pour mettre fin à son contrat. Du côté de Seattle, on a eu la signature de Ryan Kent, l'ailier, jusqu'à la fin de la saison avec une option pour 2026. Il est déjà à l'entraînement et prêt à jouer. Pedro de la Vega et Jordan Morris sont tous les deux de retour à l'entraînement complet, mais ils ne devraient pas rejouer dès ce week-end. Pedro de la Vega devrait être possiblement de retour face à Dallas, mais Jordan Morris, c'est encore un peu flou. Du côté de Houston, je vous disais, je vous parlais qu'il manquait de qualité, mais qu'il y a des joueurs qui allaient arriver. Andrei Linger arrive du Slavia Prague, comme c'était pressenti, il signe jusqu'en 2028 avec une option pour 2029. Du côté de Cincinnati, la bonne nouvelle, c'est que Matt Miazga s'entraîne avec le groupe. Alors, on n'a pas de date de retour, comme l'avait dit Pat Noonan, mais c'est une très bonne nouvelle. Et les dernières infos à mercredi soir, c'est que Evander et Yuya Kubo s'entraînaient à part. Alors Evander, c'est qu'il a terminé le match en ayant une douleur au genou la semaine dernière, donc c'est apparemment par précaution. Robinson et Nwobodo qui sont sortis blessés ressentent toujours un inconfort et ne s'entraînent pas. Sergio Santos a fait 15 minutes d'entraînement complet avant de retourner à part avec un prépa physique. Teenage ADB attend toujours sa green card et n'est pas encore de retour. Et Luca Engel s'entraîne à part du groupe mais est en salle et c'est apparemment pas de blessure mais c'est pour récupérer. Donc le côté défensif de Cincinnati un peu décimé ces derniers temps. Du côté d'Atlanta, donc Pedro Amador qui n'a pas pu jouer le week-end dernier est blessé au quadriceps et Bartos Lis qui revient de son entorse du genou petit à petit, ils sont jugés au jour le jour. Donc Bartos Lis s'est entraîné un peu à part avec un prépa physique.
Jamal Thiaré est de retour et s'entraîne avec le groupe. Tristan Muyumba, qu'on nous annonçait blessé, au final s'entraîne avec le groupe, donc très bonne nouvelle. Du côté de Chicago, c'est officiel, le milieu de terrain Jay Davila s'engage et signe à Chicago. Kellyn Acosta s'entraîne avec l'équipe et Brian Gutierrez est toujours absent de l'entraînement. À Columbus, Wilfried Nancy a déclaré que Darlington Nagbe était jugé au jour le jour après une blessure au bas du corps, donc sans précision face à DC la semaine dernière. Il aurait participé à l'entraînement mais de façon limitée. Mo Farsi s'entraîne après avoir manqué le match de DC puisqu'il revenait un peu tard de sélection nationale. Du côté de Vancouver, alors là c'est un peu l'hécatombe, hein. On a Bjorn qui est day to day, nous dit le coach. Ryan Gold est encore out quelques semaines. Adekube, il s'entraînera plus tard cette semaine ou la semaine prochaine. Kuba, c'est luxer l'épaule, retour possible ce week-end ou la semaine prochaine, c'est incertain. Laborda est blessé aux ischio-jambiers et out plusieurs semaines. Et Mackenzie, fracture du tibia, est out. Donc un peu l'hécatombe continue du côté de Vancouver. Du côté de San Diego, alors ils ont finalisé le deal et l'arrivée de Milan Iloziki, l'attaquant en prêt de North Island. Donc Ingvartsen s'est blessé, ils ont été chercher un autre attaquant. Du côté des Galaxy qui s'est rassuré en faisant match nul 0-0 en CONCACAF Champions Cup, Greg Vanney a dit au sujet de Yoshida qu'il a commencé à sentir une raideur ce week-end, qu'il l'avait mis de côté, qu'il n'y avait rien de grave et qu'il devrait être prêt ce week-end. Et enfin, du côté de Montréal, Vilsain, Neil, Vrioni, Sinchou, Clark, Saliba sont tous de retour à l'entraînement le mercredi. Et donc c'est une très bonne nouvelle. Opoku qui s'est pris un coup devrait être apte ce week-end. Donc voilà un peu les bonnes nouvelles pour Montréal à l'approche de son retour à domicile. C'est que leurs forces en présence sont apparemment presque toutes de retour. Et bien écoutez, on va attaquer désormais pour la dernière partie et passer à la présentation de la journée du... On arrive à la dernière partie. On va parler ici de la journée à venir et des différents match-ups. On va commencer comme d'habitude par les match-ups un peu bourbiers qui sont selon moi à éviter. On verra ensuite les match-ups plutôt intéressants. Et enfin les top match-ups. On est sur une journée où je trouve qu'on est à un stade de la compétition où des équipes commencent à se détacher. Et je vois des match-ups favorables pour pas mal d'équipes qui ont apporté des réponses sur ces 6 premières journées. On va tout d'abord commencer par les match-ups à éviter. Il y en a un, c'est un bourbier dans ma tête. C'est Salt Lake qui reçoit LA Galaxy à 22h30 samedi heure française. C'est deux équipes malades qui se retrouvent, même si je trouve que les Galaxy va mieux. On s'est rendu compte la semaine dernière qu'au moindre grain de sable, ça peut vite repartir dans le néant. Mais cette semaine, ils ont fait un match nul à domicile contre Tigres en CONCACAF Champions Cup sur le score de 0-0. McCarthy titulaire au but, donc je pense déjà psychologiquement, il va avoir tenu un clean sheet après 2 matchs où il a fait des erreurs. Même si c'est jamais facile d'aller jouer à Salt Lake, c'est une équipe qui aura enchaîné à domicile, qui va aller certes à Salt Lake, mais qui aura un temps de récupération puisqu'ils ont joué dans la nuit de mardi à mercredi et le match n'est que samedi. Bon, par contre, si on prend les dernières confrontations entre ces deux équipes, il y a toujours pas mal de buts et on est sur deux équipes qui ont encaissé 11 buts et 12 buts sur leurs 6 premiers matchs de MLS. Donc je vois un match où les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match. Et pour moi, le coup de poker à tenter, c'est quand même LA Galaxy vainqueur ou LA Galaxy ou nul. Parce que Salt Lake, on va pas se mentir, ça montre quasiment rien. Là, ils ont vraiment l'avantage de s'être reposés à l'inverse des Galaxy et de jouer dans leur stade en altitude. Mais je vois bien les Galaxy quand même. Si ça se passe bien, ils vont dérouler. Ils récupèrent Pincil qui a quand même pas joué tout le match en CONCACAF Champions Cup. Donc ça a même surpris certains supporters qui sortent à l'heure de jeu. Mais je vois bien Christian Ramirez encore buteur. Il est quand même sur une belle forme. Et bien sûr, on a Gabriel Peck. Même si Gabriel Peck, sur ce début de saison, il laisse à désirer. Le second match que je vois un peu compliqué à lire, c'est Austin-Portland. Austin est une équipe qui fait déjouer ses adversaires. Très compliqué à manœuvrer, très solide, qui souvent subit, est capable de subir comme la semaine dernière pendant une mi-temps sans jamais rompre. Et ils vont rencontrer une très grosse attaque de Portland qui est au complet. C'est un match vraiment illisible. Donc entre une équipe très solide, une équipe qui a une grosse attaque et qui te défonce n'importe quelle défense en transition rapide. Donc éventuellement, Portland peut faire peut-être un match nul ou ne pas perdre. En tout cas sur la stat, je vous la lâche ici, vous faites ce que vous voulez. C'est que Portland s'est imposé lors de ses 3 derniers matchs à Austin. Donc voilà, et bien écoutez, on clôture sur cette stat qui va vous laisser comme moi un peu perplexe. Et on va passer à Houston LAFC
qui se joue dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30. LAFC va jouer en midweek contre Miami. LAFC à l'extérieur depuis la reprise des compétitions officielles, donc CONCACAF Champions Cup et MLS, c'est simplement une victoire et 4 défaites en 5 déplacements. Donc voilà, à l'extérieur, ça fait un peu flipper LAFC, on va pas se le cacher. Donc même si Houston, ils sont pas encore au complet, que les DP sont en train d'arriver, que ça manque de qualité, ils se sont reposés et ils restent quand même invaincus depuis 4 matchs de suite à domicile contre LAFC. Et la stat, tenez-vous bien, depuis son existence en 2018 et en 7 matchs, LAFC n'a battu, tout terrain compris, qu'une seule fois Houston dans le temps réglementaire. Donc, est-ce qu'on peut dire que Houston est un peu la bête noire de LAFC ? C'est à confirmer ce week-end, mais c'est un match où je ne mettrai pas mes pions. Le match suivant va concerner une équipe qui a changé donc de coach, SKC, qui reçoit Saint-Louis à 2h30 du matin, donc dans la nuit de samedi à dimanche. Pete Vermes est parti, ils ont un coach pour le moment par intérim. C'est une équipe qui, comme je l'ai dit dans le podcast la semaine d'avant, ne gagne plus un match depuis presque 30 matchs et une saison complète. En face, Saint-Louis, une équipe qui déçoit, qui a du mal, qui a beaucoup de qualité, mais dans le jeu qui n'est pas encore au point. Je pense que, comme d'habitude, on peut avoir un électrochoc pour SKC. Donc d'un côté, je me dis, ouais, SKC, l'électrochoc, un coach en intérim, une nouvelle dynamique, les mecs qui sont un peu revanchards, ça peut être pas mal. Mais d'un côté, je me dis, ah, Saint-Louis, punaise. Saint-Louis me laisse sur ma faim parce que je me dis, à tout moment, s'ils éclatent une équipe, je serais pas étonné. Si Artel se met à mettre un doublé, je serais pas étonné. C'est vraiment une équipe Saint-Louis qui en a sous le pied et qui, au moment où elle va se débloquer, où Melberg trouvera la solution ou pas, c'est une équipe qui va faire vraiment du mal. Donc pour ça, tous ces paramètres, on a des incertitudes sur Saint-Louis, SKC, le changement de coach, je vous invite à éviter ce match. Même si je vois bien les deux équipes marquer. Et si je dis les deux équipes marquent, ça veut dire que d'un côté, je vois bien un Marcel Artel être décisif, et de l'autre côté, je vois bien un Chaloui ou Joe Veljic décisif. On passe maintenant à Vancouver qui va recevoir Colorado à 3h30 du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Donc Vancouver, alors aujourd'hui c'est pareil, il va jouer en CONCACAF Champions Cup, le match ne s'est pas encore joué. On est sur une équipe qui est très solide à domicile, hein, qui s'est inclinée face à Chicago, il faut le dire, mais très décimée, retour de matchs internationaux avec pas mal d'internationaux concernés. Et cette semaine qui, comme vous l'avez entendu, a mine de rien une infirmerie qui est assez remplie avec des joueurs cadres. Donc, attention, moi j'irai peut-être jouer Colorado ou match nul, même si on sait que Vancouver, avec tous les absents, ils arrivent à résister. Colorado, c'est une équipe qui reste imprévisible, mais qui en déplacement a pris 7 points sur 9 possibles en 3 matchs. Donc voilà pourquoi je pense que Colorado peut aller faire une petite surprise à Vancouver et avec un George Mihailovic possiblement décisif qui est on fire et qui à lui tout seul a quasiment retourné toute la défense de Charlotte la semaine dernière. Le match ensuite que je vois indécis, c'est San Diego qui reçoit Seattle à 4h30 du matin dans la nuit de samedi à dimanche. On a clairement une très belle équipe de San Diego qui reçoit un Seattle pour le moment décevant. C'est un match vraiment illisible, même si je donne l'avantage quand même à San Diego, puisque Seattle n'a pris qu'un point sur 9 possible à l'extérieur depuis le début de saison en 3 matchs. Et San Diego, vu le jeu déployé, je pense que s'ils viennent à leur mettre un 3-1 ou un 2-0, ça ne m'étonnerait pas. Donc à éviter, une petite préférence sur la forme actuelle pour San Diego, même si Seattle peut mettre une défense de fer à tout moment et tenir le clean sheet, je ne m'y aventurerai pas, j'irai plutôt sur San Diego et un Dreyer ou un Lozano décisif. Même si bien sûr du côté de Seattle, on ne met pas de côté un joueur comme Rusnak, qui comme la semaine dernière peut sortir un pétard et faire plier une défense à tout moment. Le dernier match que je vois indécis se déroulera dimanche à 21h heure française entre NYCFC et Minnesota. Donc on est sur deux équipes quand même qui sont assez surprenantes et très imprévisibles. Enfin, imprévisibles dans le bon sens du terme, hein. Elles peuvent taper n'importe quelle équipe pour moi, ces deux équipes. Il y a eu un coup d'arrêt quand même pour New York la semaine dernière après avoir mené 3-1 qui s'inclina à Atlanta. Donc attention, même si à domicile c'est une équipe qui reste très solide, Minnesota va devoir changer de conférence, c'est jamais évident, vous le savez, les gros déplacements. Sur les 4 derniers matchs, il n'y a eu aucun but des deux équipes. Donc voilà pourquoi je me dis attention. Et sur ces 4 matchs-là, il y a eu 3 victoires de Minnesota et une seule de New York. Donc vraiment, on est sur un match incertain, mais
Avec les formes des équipes, je vois quand même bien les 2 équipes marquer, je me mouille et puis, bah, si ça se passe, ce sera Alonso Martinez ou Yeboah, décisif, hein, parce que c'est les 2 tauliers en attaque de ces 2 équipes. On va passer maintenant aux match-up qui sont pour moi intéressants sur cette journée. Le tout premier, ce sera un match qui aura lieu à 20h30 heure française samedi. Charlotte va recevoir Nashville. Je ne l'ai pas mis en top match parce que Charlotte s'est fait gifler la semaine dernière, mais on sait que Charlotte à domicile est une très grosse équipe et que, comme Charlotte, Nashville sort d'une défaite à domicile face à un Cincinnati qui s'est imposé parce qu'ils ont été plus efficaces. On est vraiment sur 2 belles équipes, 2 belles défenses qui ont montré de très belles choses depuis ce début de saison et même depuis la saison dernière pour Charlotte à domicile. Après, voilà, bon. Nashville a été capable d'aller taper Philadelphie 3-1 chez eux. Et quand on sait que Philadelphie, c'est une équipe qui est très en forme, c'est l'inverse, on sait que Charlotte à domicile, c'est 3 matchs, 3 victoires, 8 buts marqués, un seul encaissé. Donc l'avantage va à Charlotte qui a des vraies certitudes, un Kalinja très solide au but, même si j'attends un réveil de Malanda et de ses compères de défense qui m'ont un peu déçu sur les 2 derniers matchs. On a 2 effectifs au complet, mais Charlotte est pour moi favori à domicile dans ce match et devrait l'emporter avec peut-être un clean sheet. Je pense que ça peut arriver. Aguier manque buteur. Je pense que c'est une chose qui il peut peser hein, sur la défense avec son physique. Et je vois bien un Pep Bill ou un Zaha décisif à la passe décisive ou au but. Le second match qui est pour moi avantageux, c'est pour Atlanta qui va recevoir Dallas dans la nuit de samedi à dimanche à 1h30. Atlanta va enchaîner un deuxième match à domicile. Ils se sont pas forcément rassurés défensivement face à New York, mais offensivement, Almiron a mis son premier but, Miranchuk a joué un petit peu plus bas, et ça a été intéressant. Et d'ailleurs, ça a été travaillé cette semaine à l'entraînement avec un Almiron en numéro 10, un Miranchuk un petit peu plus bas sur le terrain. Donc, j'ai hâte de voir ce match. Emmanuel Latlas va être encore une fois très important. Dallas, ils se sont imposés, mais ils n'ont pas donné de certitude la semaine dernière, donc je reste encore en attente de cette équipe décevante. Ils vont traverser, pareil, la conférence pour aller à l'autre bout du pays. Dallas, c'est une équipe qui est quand même capable de renverser n'importe quelle équipe. Je le dis parce qu'en fait, ils ont 2 tueurs devant, qui sont Lucho Acosta et Musa, donc je me méfie avec cette défense d'Atlanta. Mais ce que je vois d'avantageux, c'est qu'Atlanta, avec sa force de frappe, va marquer plus de 2 fois, ça j'en suis sûr. Et je les vois gagner en s'imposant aller 2-1 ou 3-1 avec des joueurs. Bah, le problème des joueurs décisifs pour vos fantasy, c'est compliqué, c'est qu'il peut y en avoir beaucoup. Il peut y avoir Sabalo Bianizé, Miranchuk, Emmanuel Atlas, Almiron. Je ne toucherai pas à la défense d'Atlanta tant qu'il n'y a pas plus de clean sheet et de certitude vu ce qu'ils ont montré la semaine dernière face à une équipe de Dallas qui est pour moi à peu près du même acabit que New York avec plus de qualité offensive. Mais voilà, s'il y a des joueurs à être décisifs du côté de Dallas, vous savez que ce sera Lucho ou Petar Musa, mais je vois quand même Atlanta s'imposer 2-1 ou 3-1 dans ce match. Autre match que je vois pencher à la faveur d'une équipe, c'est les Red Bull New York qui reçoivent Chicago à 1h30 du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Les Red Bull New York se sont inclinés certes à l'extérieur et ont peut-être lancé la saison des rêves, mais à domicile c'est une autre histoire puisqu'ils ont 7 points sur 9 possibles, 6 buts pour, 3 contre. En face, Chicago est beaucoup plus à l'aise hors de ses bases puisqu'ils ont joué 4 matchs à l'extérieur, 3 victoires, une défaite dont 3 victoires à la suite, hein, on le rappelle. Mais attention, je relativise parce que ils perdent à Columbus en encaissant 4. Ils gagnent face à 2 équipes très faibles, Toronto et Dallas, et ils gagnent contre Vancouver, décimé post-sélection, même si Vancouver c'est complètement à l'autre bout du pays, plus un bout du Canada, donc c'est une grosse victoire. Ils ont quand même de win hors conférence. Ils ont été très décevants en deuxième mi-temps face à Montréal, hein. Franchement, la deuxième mi-temps, waouh, c'est terrible. La première mi-temps, ils ont mis des coups de butoir avec Bamba, Zinkernagel et leur attaque sur des transitions, mais je pense que face à une équipe comme les Red Bull New York expérimentée et qui a débouché derrière, comme les frères Nilis, très solides, ça peut être compliqué d'aller transpercer cette défense. Donc je vois bien les Red Bull New York gagner avec au moins 2 buts marqués. Et puis bah à domicile, le joueur inévitable, c'est Forsberg que je vois décisif. Le match suivant où je vois une équipe se distinguer, c'est Philadelphie qui reçoit Orlando. Pareil, à 1h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Donc Philadelphie a perdu à Miami la semaine dernière. Mais Miami a dû faire sortir Messi du banc et sortir l'artillerie lourde. Et mine de rien, Philadelphie a dominé ce match, on l'oublie pas, hein. Ça donne le ton pour Philadelphie qui en plus est redevenu très solide à domicile. Orlando, ils ont eu beaucoup de réussite face à LA Galaxy quand on voit les buts.
Avant ça, ils ont quand même été tenus en échec au Red Bull New York et ils perdent à New York City FC. Donc, moi, je pense qu'on peut avoir une belle victoire de Philadelphie, sachant que c'est un match où il y a toujours beaucoup de buts. Depuis 2018, il y a eu 16 matchs entre ces deux équipes, 15 fois les deux équipes ont marqué, et surtout, il y a eu 14 fois plus de 2,5 buts et 10 fois sur 16 plus de 3,5 buts. Donc moi, je vois un match ouvert puisqu'Orlando ne sait pas fermer le jeu et que Philadelphie est chirurgical. Donc Philadelphie, je les vois gagner en marquant au moins 2 buts. Je vois bien Gazdag, Quinn Sullivan être décisif. Michael Ure et Baribo devant, je pense qu'à un moment c'est bon, ils vont se remettre dans le sens de la marche. Mais attention à Luis Muriel, à Pasalic, qui sont des joueurs très dangereux. Donc c'est pour ça que je vois les deux équipes marquer et plus de 2,5 buts. Donc une victoire de Philadelphie sur le score de 2-1 ou 3-1. Et je pense que ça peut même faire un 4-2 pour Philadelphie, soyons fous. Le dernier match que je vois avantageux va être en la faveur de San Jose qui reçoit DC United à 23 h dimanche. Gros déplacement pour DC qui est quand même peu à l'aise à l'extérieur, hein. Ils ont pris 6 buts en 2 déplacements. Je vois bien un match pour relancer San Jose qui se cherche encore. Hein. Bruce Arena arrête pas de changer son système et ses joueurs et je pense qu'il manque de garantie. Joseph Martinez est fantomatique depuis le début de saison et même Christian Espinoza a du mal. Mais c'est une équipe qui a quand même de la qualité. Et je vois bien les deux équipes marquer par contre et plus de 2,5 buts et San José l'emporter. Bien sûr, les joueurs décisifs, bah, pour moi, ça passera par Arango ou Benteke dans ce match. On va passer au top match-up. Pour moi, il y en a un, c'est Cincinnati qui va recevoir New England dans la nuit de samedi à dimanche à 1h30. Certains vont me dire, ouais, attention, les Ravs viennent de s'imposer face au Red Bull New York. Ok, ok. Mais on reste sérieux 5 minutes, hein. On parle quand même de Cincinnati, une équipe très très lourde, hein. C'est vraiment. En plus, les vendeurs, Isiemi, Denki, là, il va commencer titulaire. Les Ravs, ok, ils sont tapés chez eux en marquant sur 2 coups de pied arrêtés, hein, un coup franc de Carles Rill et un penalty. Mais dans le jeu, il n'y a pas eu énormément de grosses occasions. Cincinnati, c'est un très gros morceau à domicile, donc je les vois gagner. Et large favori, capable de tenir le clean sheet. Et je vois bien Evander et Denki être décisifs. Et voilà, comme je l'ai dit, Cincinnati est large favori dans ce match. L'autre match que je vois vraiment intéressant, c'est Columbus qui reçoit Montréal à 1h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Donc Columbus, c'est l'une des meilleures équipes, on va pas se le cacher, de la MLS. Et Montréal termine son périple de 7 matchs à l'extérieur. Même s'il y a du mieux contre Chicago pour Montréal, on parle de Columbus, de Wilfried Nancy, qui est l'ancien coach de Montréal au passage, et c'est autre chose que Chicago, hein. Clairement, on va pas se cacher. Donc je vois Columbus s'imposer en marquant plus de 2 buts et en gagnant de plus de 2 buts d'écart. Je vois bien Columbus aussi garder un clean sheet, aussi décisif, et Russell Rowe aussi possible. Et donc tout va pour moi dans le sens de Columbus, même si Montréal monte en puissance et que j'ai hâte de voir cette équipe à domicile avec Donadel. Et enfin, le dernier match qui est pour moi le top match-up, même s'ils vont jouer en CONCACAF Champions Cup contre LAFC, c'est Miami qui reçoit Toronto à 1h du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Pas de question à se poser, hein. Je pense que là on est sur Miami qui gagne avec plus de 2 buts et qui marque plus de 2 buts d'écart. Et qui gagne avec plus de 2 buts d'écart. Messi, Suarez, décisif. Et puis, bah voilà, même Miami peut marquer 3 buts, hein. Pour moi, je les vois gagner 3 ou 4-0 ou même plus. Voilà, ça peut faire très très mal à Toronto qui va en plus avoir un déplacement, mine de rien, assez conséquent. Donc voilà. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à me dire si en commentaire si ça vous plaît d'avoir tout en un seul épisode ou si les 2 épisodes lundi et jeudi vous conviennent mieux. En tout cas, bah, écoutez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de MLS Time.